Alors, rebonjour à tous. Bienvenue encore une fois à ce deuxième webinaire qui portera aujourd'hui sur les comportements, qui représentent souvent des défis pour les familles qui ont des enfants ayant un spectre du trouble de l'autisme. Je me présente, donc je suis Nathalie Jobin. Pardon. Bon, juste pour que je puisse changer mes diapositives. Bon. Désolée. Je me présente. Donc, je suis Nathalie Jobin, nutritionniste et directrice scientifique du Centre de référence sur la nutrition humaine qui est Extenso. Extenso, c'est principalement un site web de vulgarisation scientifique qui vise à améliorer la qualité nutritionnelle de la population en lui donnant des informations objectives, justes, qui sont fondées sur la science. Et Extenso est également, en étant un centre de référence affilié à l'Université de Montréal, un organisme qui collabore à plusieurs projets, comme celui, par exemple, de Choisir de gagner, qui vise à améliorer les habitudes de vie des jeunes qui ont des limitations fonctionnelles. Donc, Extenso s'occupe de la partie, évidemment, alimentation du projet Choisir de gagner. Alors, voilà pour la petite histoire d'Extenso et pourquoi je suis là aujourd'hui avec vous. Sans plus tarder, tout d'abord, on va être ensemble pour une trentaine de minutes aujourd'hui à parler de comportement. N'hésitez surtout pas à poser des questions sur le panneau de configuration qui apparaît à votre écran. Vous avez un onglet questions. Donc, il y a des gens qui vont récupérer les questions au fur et à mesure. Donc, n'hésitez pas à en écrire pendant que je parle. Je ne les vois pas, ça ne me déconcentrera pas. Et donc, après la présentation, donc, je pourrai répondre à vos questions en direct. Et si il y a trop de questions et que je ne peux pas, que le temps ne nous permet pas de répondre à toutes, on va tenter d'y répondre par écrit et de pouvoir le mettre sur le site de Choisir de gagner par la suite. Alors voilà pour les technicalités. Alors maintenant, commençons tout de suite. Donc, tout d'abord, avant d'aller plus loin, il faudrait juste pouvoir s'entendre sur le vocabulaire que je vais utiliser pour que tout le monde puisse parler le même langage. Donc, quand je vais parler des 3 P du repas, j'entends par là la planification, la préparation et le partage du repas. Quand je parle de particularités relatives au repas, donc PRR, elles sont soit alimentaires ou soit comportementales. Ce n'est pas une classification internationale officielle, mais c'est surtout ce qui est ressorti comme classification à partir de notre étude dont je vais vous faire part tout à l'heure. Donc, l'autre webinaire, dont la partie 1 portant sur les particularités alimentaires, est disponible sur le site de Choisir de gagner, donc vous pourrez aller le voir. Celui d'aujourd'hui porte particulièrement sur les particularités comportementales. Qu'est-ce qu'on entend par là, par particularités comportementales? On entend des comportements atypiques durant les repas qui comprend de l'agitation, de la difficulté à rester assis pour l'enfant, à se concentrer sur le repas, des routines rigides qui sont associées au repas, par exemple, un enfant qui va vouloir qu'on utilise tout le temps la même nappe, que la position des ustensiles ou que ce soit les mêmes ustensiles soient toujours utilisés à la même heure, etc. Donc, cette rigidité-là, dont seulement certainement que ça vous sonne quelques cloches. De façon générale, ce qu'il faut dire, pardon, c'est que euh, ces, euh, ces particularités comportementales se traduisent la plupart du temps par des repas qui sont plus stressants, des repas qui sont exigeants ou voire même pénibles pour certains parents. Alors, aujourd'hui, on va mettre l'emphase sur ces fameux comportements-là qui ont une incidence sur l'ambiance familiale à l'heure des repas et le fait que le repas soit agréable ou non. L'objectif du webinaire, c'est principalement donc de vous informer et d'essayer de vous outiller face aux nombreux défis des repas. Et ces informations dont je vais vous donner aujourd'hui nous proviennent d'un portrait, donc des fameux 3 P, des repas qu'on a fait dans les familles où il y avait un enfant ayant un TSA et dont ces enfants-là présentaient des particularités comportementales. Et ce portrait-là qu'on a pu dresser nous a donné une meilleure connaissance et une meilleure compréhension des réalités auxquelles vous faites face
pratiquement quotidiennement. Et ces meilleures connaissances-là, évidemment, étaient nécessaires et préalables à la formulation de stratégies qui peuvent vous être utiles afin de vous outiller, rassurer et de vous faciliter, on espère, le quotidien. Alors, le contexte qui nous a amené à développer le webinaire d'aujourd'hui. Donc, on sait que les particularités relatives au repas chez les enfants TSA sont nombreuses et très fréquentes. Ce qu'on sait aussi, c'est qu'il y a tout de même peu d'études sur ces enjeux-là, les défis et les inquiétudes des familles relatives à ces particularités comportementales-là. Et ce qu'on sait, c'est que les familles ont besoin d'outils pour mieux comprendre, pour mieux gérer, pour mieux intervenir auprès de leurs enfants et aussi peut-être pour se rassurer en cas de particularité comportementale. Et c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Tout d'abord, d'où proviennent les informations dont je vais vous faire part aujourd'hui. Donc, on a fait tout d'abord un survol de la littérature. Bon, comme je viens juste de vous le dire, il y a quand même très peu d'études portant sur les TSA et les fameux 3P des repas. On a tout de même fait cette recension de littérature-là qui nous a inspiré pour développer un questionnaire, donc qui est notre volet qualitatif. Et ce questionnaire-là a été attribué donc à 18 mamans, donc via des entrevues individuelles au téléphone avec 18 mamans qui ont des enfants TSA de moins de 20 ans. Donc en fait, le volet qualitatif est venu bonifier la recension des écrits et ça nous donne vraiment, donc c'est quand je vous dis le portrait là, sur lequel on s'est basé pour développer ce webinaire, c'est vraiment à partir des entrevues et de la littérature comme telle. Donc, je vais présenter beaucoup de certaines citations de ces mamans qui ont été interviewées et certainement que vous allez vous reconnaître. Alors, sans plus tarder, donc, on va passer au vif du sujet. Donc, les particularités relatives au comportement. On l'a un petit peu dit tout à l'heure, et je suis certaine qu'il y a plusieurs d'entre vous qui se reconnaissent. Quand on parle de particularités reliées au comportement, on parle de comportement atypique durant le repas, que ce soit évidemment de l'agitation, de la difficulté à rester assis, à se concentrer sur l'assiette, les routines rigides, comme je vous le mentionnais, et ce qu'il faut savoir, évidemment, c'est que de façon générale, ça se traduit par des repas stressants, exigeants, voire même pénibles pour les parents. Et ça passe par les 3 étapes, les fameux 3P. Ça commence dès la préparation, la planification également et le partage du repas. Donc, et ce qu'il faut quand même savoir, c'est que le défi de mettre un repas sur la table au quotidien, c'est loin d'être exclusif aux familles qui ont des enfants ayant un TSA. Mais c'est sûr que les différentes particularités qui entourent les repas lorsqu'elles se manifestent chez un enfant ayant un TSA, ils sont pas sans avoir d'impact sur le niveau de stress des parents et sur l'ambiance des repas, comme je vous le disais, d'où l'importance d'en parler et d'essayer de trouver des pistes pour vous aider. Mais évidemment, il y a beaucoup de parents à qui ces conseils-là pourraient également être utiles. Alors, quelques citations pour vous montrer l'ampleur des défis ou en fait pour que peut-être vous puissiez vous reconnaître. Donc, quelques citations de mamans interviewées. Donc, les défis, c'est le manque de temps, surtout les soirs où j'ai des rendez-vous en soirée, puis aussi d'essayer de varier le plus possible à travers les contraintes de mon enfant. Ce qui est difficile, c'est surtout mon enfant. Il n'est pas autonome, donc il faut vraiment s'en occuper tout le temps. Il faut l'organiser pendant que je cuisine et je ne suis pas toute disponible pour lui. Des fois, le repas n'est pas prêt quand mon enfant a faim, donc il mange des pommes. C'est difficile de le faire attendre, de le raisonner. Les autres enfants, je peux leur dire d'attendre en leur expliquant qu'on mange dans une demi-heure, mais mon enfant ne comprend pas l'attente. Si je lui refuse une pomme au moment où il a faim, il est à terre et il fait le bacon, il fait des grosses crises. Comme je ne réussis pas à le faire attendre, ne pas être prête à temps, c'est grave. D'autres citations. Mon enfant veut tout contrôler, allant même jusqu'à ce qu'il est sorti sur le comptoir. Sa présence dans la cuisine, son inquiétude, il veut tout surveiller, sont des obstacles que je rencontre. Le fait qu'il touche à tout, qu'il soit omniprésent et qu'il ne voit pas les dangers, ça rend la préparation des repas plus chaotique. Oui, c'est stressant la préparation des repas. Les enfants, eux, ils ne sont pas stressés pantoute. Eux, ils sont stressants. Mais pour les parents, oui, c'est stressant. S'il y a quelque chose dans ma vie familiale qui est énergivore, c'est le repas. Un repas, c'est l'enfer chez nous.
Donc, vous voyez, je ne sais pas si vous vous reconnaissez, mais c'est certainement pas un portrait qui est très joyeux. Les repas familiales, il y a l'air d'avoir beaucoup de stress, d'être assez chaotique. Donc, c'est pas calme et enjoué. Le temps semble être vraiment l'obstacle principal. Comme la plupart des familles, je vous dirais, qui ont des jeunes enfants, c'est vraiment le temps qui revient constamment quand on demande qu'est-ce que c'est votre principal obstacle à manger sainement. Le temps revient tout le temps pour tout le monde. Euh, Revenir de l'école avec les enfants, le rush entre 5h30 et 6h est stressant. Et le fait que les deux enfants sont difficiles, n'ont pas les mêmes goûts, beau casse-tête, je manque d'idées, de recettes pour plaire à tout le monde. Alors, ce sont des citations. Et à ça, on peut ajouter le défi de l'approvisionnement, pardon, qui s'ajoute au stress du temps, le défi d'avoir un enfant difficile à gérer quand il a faim, plus le défi des horaires variés des différents membres de la famille, parce qu'évidemment, tout le monde a des activités, soit parascolaires, en soirée. Donc, tout ce beau monde-là doit pallier avec le fait qu'ils désirent se rencontrer pour souper à une heure raisonnable. Donc, ça ajoute évidemment beaucoup de stress. Mais, encore une fois, il y a des solutions, il y a des façons d'envisager la situation qui sont rassurantes et qui peuvent améliorer les choses petit à petit. Et c'est ce qu'on va essayer de voir aujourd'hui. Je viens de vous dire que le temps, c'est le principal obstacle qui est rencontré par la plupart des gens. En fait, la chose la plus simple pour pallier à cet obstacle, c'est vraiment la planification. Donc, le fait de planifier un repas, on ne vantera jamais suffisamment les mérites de la planification parce que de planifier, ça permet de sauver beaucoup de temps en bout de ligne. Et il y a beaucoup de parents qui l'ont compris. Et je vous montre ici quelques citations pour vous dire que oui, il y a des parents qui ont des enfants TSA qui ont découvert cet outil merveilleux de la planification et qui, pour eux, fonctionne. C'est toujours compliqué chez nous. Le moyen que j'ai trouvé pour m'en sortir, c'est d'être organisé. Je ne me demande jamais un soir ce qu'on va manger le soir même. Je le sais d'avance. Je prends du temps le week-end et je planifie mes menus. C'est sûr que la préparation des repas amène un certain stress, mais la planification aide aussi à diminuer ce stress. La planification, ça m'aide à arriver moins rush. Donc, vous voyez qu'il n'y a pas juste moi qui le dis. Je me simplifie la tâche en planifiant. Je sais d'avance que je vais manger toute la semaine. Je prépare d'avance le dimanche avec un verre de vin, c'est moins stressant. On a un gros congélateur, donc on prépare beaucoup d'avance et on congèle. Quand on parle de planification, on parle pour que ça soit efficace. En fait, on dit habituellement qu'il faut planifier au moins 5 des 7 repas, 5 des soupers de la semaine. Et plus les dîners, il faut penser également aux collations et aux légumes d'accompagnement parce que, bon, on a bien beau avoir pensé à préparer un poisson le mardi soir, mais si on n'a pas de légumes pour l'accompagner, on n'est pas plus avancé. Et là, le stress se met de la partie. Si on est obligé de sortir aller à l'épicerie, on n'est vraiment pas plus avancé. Donc, il faut prévoir les 5 soupers, au moins 5 dîners, les légumes d'accompagnement et les collations pour les enfants à l'école. Puis les dîners, je pense aussi à boîte à lunch, là, qui soit froide ou chaude. Donc, il faut toujours prévoir ça. Établir un menu à partir des spéciaux de la semaine, bien sûr, ça peut aider à économiser, puis c'est toujours ça qu'on recommande. Établir le menu également à partir des restes que vous avez dans votre frigo pour éviter le gaspillage alimentaire, que vous avez dans votre congélateur, par exemple. Donc, si vous avez de la sauce, bien, prévoyez un repas qui sera plus rapide, une sauce pour pâtes, vous prévoyez une salade à côté. Donc, votre repas, il va être plus rapide pour ce soir-là. Bon, le manque d'idées, on parlait du manque de temps, le manque d'idées est revenu dans une des citations. C'est clair qu'évidemment, à manger 7 jours par semaine, 3 repas, on vient qu'à manquer d'idées. Les mamans qui doivent planifier, je dis maman parce que dans nos entrevues, c'est la plupart du temps, c'était elle qui était en charge de la planification et de la préparation. Mais bon, donc on vient vite à court d'idées de recettes et de menus. Si on se facilitait la vie avec un système de classement de recettes, bon, on les classe on peut se faire nos meilleurs top, je sais pas quoi, de repas de pâtes, nos meilleures recettes de poisson, nos meilleures recettes végé, bon, etc. Et on y va avec ça, donc ils sont faciles à retrouver
trouver, que ce soit avec un outil comme Pinterest où on se fait un cahier de recettes maison en collant des recettes prises dans différentes revues. Mais je pense que ça permet de perdre moins de temps. En tout cas, bon, si je peux parler pour moi, puis je pense que c'est quelque chose qui est très efficace. On s'installe la fin de semaine avec un bon café, par exemple, puis on investit un bon 30 minutes à établir notre menu de la semaine en choisissant les recettes. Si vous avez là, tous vos livres de recettes étendus sur la table, ceux qui vous inspirent, et puis là, vous choisissez ce que vous avez envie de faire. 30 minutes, en même temps, vous faites votre liste d'épicerie pour être certaine de ne rien oublier dans la liste pour ne pas être pris au dépourvu. Je pense que c'est un 30 minutes qui est extrêmement bien investi pour sauver du temps pendant toute la semaine, mais également beaucoup de stress parce qu'on l'a vu, puis dans les citations des mamans, le fait de planifier, c'est moins stressant et on est plus disposé, on est de meilleure humeur, je dirais, parce qu'on aura moins couru à préparer le repas, puis on sera mieux disposé aux échanges et peut-être qu'on sera plus capable de composer avec les irritants qui risquent de se présenter à l'heure du repas. De demander l'aide des enfants également, lorsque c'est possible, pour la planification, trouver des idées de recettes. Donc ça peut être aidant. Puis de les impliquer à ce niveau-là, au niveau de la planification, ça peut être également un point positif pour les impliquer et leur faire découvrir des choses, mais également de leur donner envie de goûter éventuellement. Alors voilà pour la planification. Autre truc pour faciliter l'organisation des repas, c'est pas nécessairement des trucs qui viennent de nous, mais qui proviennent des entrevues avec les mamans. Ça ne veut pas dire non plus qu'ils s'appliquent tous à votre situation particulière, mais si certains trucs peuvent vous aider, ben tant mieux, parce que ces trucs-là ont aidé certaines mamans. Dans deux cas de maman, on nous a parlé de fait de recevoir un panier de légumes, que ce soit un panier de légumes biologiques ou un panier de dépannage alimentaire. Ça les aidait parce qu'elles passaient moins de temps à faire l'épicerie. C'était également pour elles une motivation à cuisiner des légumes et parce que les légumes étaient là dans leur frigo, ils ne voulaient pas donc les perdre, les gaspiller. Donc, elles se forçaient à trouver des façons de les apprêter et de les cuisiner pour la famille. Donc, ça, c'était un élément positif. Évidemment, l'utilisation de la mijoteuse. Bon, là, peut-être qu'avec une température comme aujourd'hui à Montréal, c'est peut-être moins gagnant, mais reste que, bon, ça fait quand même pas de chaleur dans la maison. Et ça peut être très utile. Donc, on arrive le soir. Oui, ça demande un peu de préparation le matin, de mettre les ingrédients, peut-être de faire revenir un peu la viande, mais des fois, c'est pas toujours nécessaire. Et on arrive à la maison et il reste à compléter, si besoin, le repas qui est cuit dans la mijoteuse. Et c'est très, très, très utile pour bon nombre de familles qui ont des enfants TSA ou non. Là, c'est très utile. Évidemment, même si en tant que nutritionniste, on ne recommande pas souvent l'achat d'aliments déjà préparés, il faut quand même se laisser du lousse là, dans la vie et d'en acheter occasionnellement. Il n'y a pas de mal à ça. Et même pour compléter un repas, si vous avez pensé, je sais pas, vous avez fait cuire un poulet, puis là, vous voulez l'accompagner d'une salade de choux, mais vous considérez que c'est trop long, râper le chou et commencer à faire tout ça, mais pourquoi ne pas acheter le chou déjà râpé et vous avez juste à faire votre vinaigrette? Donc, c'est une étape de moins, une chose de moins à faire. Ça sera encore plus rapide. Donc, essayez de trouver ces petites choses-là. Oui, évidemment, le coût est plus élevé, mais des fois, entre le temps, le stress et le coût, ben peut-être que la balance peut pencher plus d'un côté que de l'autre. Des femmes de ménage, évidemment, bon, pour certaines familles, qui peuvent se le permettre, c'est évidemment un point très positif parce que ça fait ça de moins à faire, donc peut-être un peu plus de temps à mettre pour les repas. Les cuisines communautaires, donc pour aller cuisiner des repas avec d'autres mamans, d'autres familles, et on repart avec des réserves. Ou pourquoi ne pas vous mettre avec des amis, des voisins et vous donner une journée par mois ou par 2 mois, des journées corvées de cuisine. Bon, je dis corvée, là, mais ça peut être très agréable aussi. Donc, vous mettez plusieurs ensemble et vous cuisinez plusieurs plats. Et à ce moment-là, chacune des familles repart avec des plats cuisinés à l'avance qu'on peut mettre au congélateur qui nous sont très, très utiles quand on n'a pas du tout de temps.
Déléguer des petites tâches aux enfants, donc qui peuvent très bien faire, mettre la table, faire la vaisselle pendant que vous préparez le repas. En ce moment-là, vous pouvez en profiter pour piquer une petite jazzette lorsque c'est possible. Cuisiner en équipe, évidemment, mais là, ça nous vient d'une maman, c'est plus le fun, en bonne compagnie, ça passe mieux. Donc, ce sont des trucs qui nous ont été donnés par des mamans. Bon, alors le webinaire d'aujourd'hui porte sur les comportements, le défi des comportements comme tel. En vous lisant cette situation-là, vous allez comprendre qu'est-ce que ça peut représenter, parce que peut-être que votre enfant ne présente pas tous ces défis-là. Donc, pour la maman qui nous a parlé, pour elle, c'était très difficile, en fait, pour son enfant de manger correctement. Il fait des bruits de bouche, mange la bouche ouverte, glisse sur sa chaise, fait de l'autostimulation, par exemple, se cogner les pieds assez fort sur les pattes de chaise pour se garder alerte et avoir la sensation de son corps. On essaie de l'encourager à se concentrer sur son repas, lui rappeler de prendre une bouchée, l'encourager à se concentrer sur son assiette par des petits jeux comme qu'est-ce qui est de couleur verte dans ton assiette. Des idées comme ça peut aider à le ramener à nous pendant le repas. Au niveau des défis que rencontrent aussi beaucoup de familles, c'est les manières de table. Donc, plusieurs enfants TSA ne sont pas propres, n'utilisent pas les ustensiles correctement, peuvent manger avec leurs mains, renversent régulièrement aliments et boissons. Donc, c'est des éléments de gestion de plus pour les parents et c'est parfois très, très difficile à gérer. Mais il faut peut-être essayer de trouver des solutions, un peu de lâcher prise lorsque ces comportements-là surviennent. Si l'enfant fait beaucoup de dégâts, ben de trouver des solutions comme par exemple mettre une nappe en plastique. Dans certaines familles, c'est ce qu'on fait. Ils se sont résolus à avoir une belle nappe en plastique quand même. Et comme ça, ben les risques de dégâts, ben c'est pas grave parce que c'est une nappe en plastique et on s'en fait moins. Il y a moins de stress associé à ça. Donc, de trouver des solutions comme ça ou de mettre quelque chose par terre en dessous de la chaise de l'enfant pour éviter de devoir laver tout le plancher. Donc des trucs comme ça. Par rapport aux bonnes manières, ce qu'il faut savoir aussi, c'est peut-être se dire que bon ben oui, mais ce sera peut-être jamais possible pour l'enfant d'arriver à manger correctement avec des ustensiles. Donc de ne pas mettre trop d'emphase là-dessus, de diminuer ses critères. Et des mamans nous disaient qu'avec les années, les critères ont vraiment dégradé, comme elles nous disaient, mais que c'était à l'avantage de l'ambiance familiale. Donc qu'il faut peut-être diminuer ces critères de perfection au niveau du repas et de la propreté pour pouvoir un peu plus en profiter. La même chose aussi au niveau de l'alimentation comme telle. Donc, peut-être que beaucoup de parents veulent tellement que les enfants mangent bien et qu'il y a un stress associé à ça. Donc, peut-être les laisser un petit peu plus, comme je disais la semaine dernière, en contrôle de leur alimentation. Et comme le parent devrait être responsable de la qualité de l'alimentation, lâcher prise et laisser l'enfant manger ce qu'il a à manger. Et des fois, ça fait en sorte que les choses s'améliorent d'elles-mêmes parce que le stress diminue à table. D'autres comportements qui sont rencontrés par bon nombre de familles. Donc, il oublie de manger, part dans la lune. Les deux enfants s'astinent, il s'amuse avec son assiette, il teste les sons que font les ustensiles sous sa vaisselle. Il lui faut rappeler d'utiliser ses ustensiles car il a tendance à manger avec ses doigts. Il n'est pas concentré sur son assiette. Il faut toujours le ramener à l'assiette. Ça fait des repas mouvementés. Ce n'est pas assis, calme. Il bouge tout le temps. C'est dur de le garder assis sur une chaise. Je dois l'encourager à manger, sinon il se déconcentre. Donc, c'est d'autres exemples pour vous montrer à quel point c'est de la gestion, mais que le lâcher-prise peut-être peut devenir utile dans ces situations-là. Par rapport à des défis de rigidité, quand il y a de la visite et que les gens changent de place, ça va le perturber. C'est très important d'avoir le couteau, la fourchette et la cuillère. Par exemple, si on mange de la soupe, ça prend le couteau et la cuillère quand même parce qu'il est très rigide. Les places sont aussi très importantes. Il faut rester à la même place. Il a son verre et son assiette. C'est super important. Il est peu rigide par rapport à ça. Il est un peu rigide par rapport à ça. Et ensuite, une autre maman nous dit qu'il boit
uniquement une seule marque de jus et que ça doit absolument être celui-là en petit format, sinon ça ne fonctionne pas. Donc, les rigidités des enfants vont ajouter encore des défis au repas comme tel. Les repas mouvementés, donc on vous le disait, les enfants qui bougent tout le temps, qui ont tendance à manger avec leurs doigts, les comportements à table, se lèvent, se bougent, les rappels à l'ordre, rappels à se concentrer, à avaler une bouchée, l'enfant qui mange pas, qui joue avec les ustensiles, les napperons, etc. L'adaptation au niveau de l'alimentation, donc toujours obligé d'adapter systématiquement le repas. On l'a traité un peu la semaine dernière. Donc, ces considérations-là sont très demandantes et difficiles. Et le fait que pour plusieurs familles, la préparation des repas est très énergivore. Il y a un auteur qui suggère euh, que le fait par rapport à tous ces comportements-là autour du repas qui rendent le repas un peu chaotique, il y a un auteur qui suggérait que de tamiser les lumières et de faire jouer de la musique douce lors des repas, ça pouvait aider à calmer l'enfant et à faciliter la capacité des enfants à tolérer les stimuli sensoriels qui étaient reliés aux aliments. Il y a des Et on a aussi demandé à certains parents si c'était quelque chose de positif pour eux. Et il y en a beaucoup qui nous ont dit oui. Donc, c'est peut-être un truc à essayer chez vous si c'est très agité, que l'enfant a de la difficulté avec les stimuli sensoriels que les aliments lui amènent. Donc, de tamiser les lumières et de faire jouer une musique douce, peut-être que ça peut être un moyen efficace. Euh, Par rapport aux repas familiaux qui peuvent être énergivores et aux discussions agréables qui sont très difficiles à mettre en place, il y a certaines mères qui ont partagé leurs trucs. Et parmi ces trucs-là, bon, il y en a une qui nous dit d'être ensemble, de se dire qu'on est heureux d'être ensemble, de remercier le cuisinier pour le délicieux repas. Ce sont toutes des choses positives qui aident. Vous allez voir, le mot positivisme là, revient très, très souvent de la part des mamans qu'on a interrogées. Donc, ça semble très important pour réussir, j'imagine, à passer à travers tout ça et à faire en sorte qu'on prenne les choses un peu plus à la légère. Euh, c'est sûr que beaucoup de discussions vont tourner autour du rappel à l'ordre de l'enfant, mais on essaie que chacun, notre tour, on raconte une bonne chose qui nous est arrivée durant la journée pour rester dans le positif. Encore une fois, on parle de positif. Donc, bien sûr, comme la maman vient de le mentionner, je viens de vous le dire, donc, il y a beaucoup de choses qui tournent autour de l'enfant TSA, mais les autres membres de la famille essaient tout de même d'avoir une conversation en impliquant le jeune dans la mesure du possible. Donc, le positivisme, c'est vraiment une attitude favorable à la mise en place de discussions familiales agréables et à faire en sorte que le repas peut-être se passe un petit peu mieux. Et là, on a vu tout ce qui toutes les particularités qui peuvent se survenir lors du repas. Et bien sûr, quand on parle de restaurant, tout ça semble vraiment exacerbé. Au restaurant, avec la lumière et le bruit, mon enfant est désorganisé. Il se cache sous la table et il ne mangera pas. On n'y va presque pas. On ne mange pas au restaurant. Avant, on y allait, mais il est surexcité. On a arrêté d'y aller. Le problème de mon enfant est surtout buccal. Il fait des bruits de bouche. Déjà, on a un problème. Puis il chante, il mange avec ses doigts. Chez nous, quand on est juste 5, on est habitué, mais au restaurant, c'est l'enfer sur terre. Ça en demande énormément. Alors, vous voyez que ça peut être vraiment très problématique au restaurant. Et ça, c'est une citation qu'on a vue aussi au premier webinaire. Donc, je vais répéter parce que c'est encore tout à fait pertinent. Pour vous montrer à quel point ce ne sont pas tous les enfants TSA qui présentent ces particularités comportementales-là, mais peut-être qu'on en entend beaucoup parler parce que les parents qui ont des enfants autistes, qui ont des rigidités ou qui ont des comportements atypiques vont en parler énormément parce que c'est très difficile pour eux et c'est très compréhensible. Ces parents-là vont s'exprimer beaucoup et on comprend, mais ce n'est pas parce qu'on les entend plus qu'il faut généraliser. Donc, dans le cas de la maman de cet enfant-là, il n'y avait pas du tout de rigidité. Donc, les particularités ne sont pas toujours présentes, mais souvent, si elles sont présentes, elles sont très difficiles. Donc, on ne peut pas généraliser, mais
on y va toujours dans le cas par cas, mais le fait de partager les trucs que d'autres mamans utilisent, je pense que ça peut vous être utile. Dans le cas des particularités comportementales, maintenant, on va voir ce qui aide et ce qui nuit. Chaque enfant, bien sûr, a son profil unique, comme des flocons, mais si on prend du recul, on voit qu'il y a des traits communs à ces flocons-là, mais ils sont tous à la fois similaires et différents. Et on va essayer de parler des similarités. Il y a, pour certains enfants, il y a plein de facteurs qui entrent en ligne de compte, et il y en a d'autres pour qui ce sera d'autres facteurs. Mais à travers tout ça, on peut faire ressortir les éléments qui reviennent. Par exemple, le bruit. Dans une majorité de cas, le bruit peut nuire au bon déroulement d'un repas. Mais il y a d'autres fois où ça ne semble pas impacter les familles, peut-être qui sont très habituées. La même chose avec la routine. Parfois, ça aide qu'un repas à faire en sorte que le repas se passe mieux. Mais il y a d'autres fois, le repas se passe mieux quand l'enfant est complètement sorti de sa routine. Donc, c'est très difficile, voire même impossible de donner des conseils universels qui peuvent améliorer le repas dans toutes les familles. Par contre, ça ne veut pas dire que les éléments qu'on a ressortis ne sont pas d'intérêt. On pense que si un élément aide beaucoup à ce qu'un repas se passe mieux dans une famille, que ça peut être utile pour d'autres familles. Alors, voici des conseils qui sont issus justement des témoignages qu'on a eus. Donc, de s'assurer que l'enfant a terminé une activité avant de passer à table. C'est-à-dire, bon, si l'enfant est en train de faire un dessin ou d'écouter la télé, de lui mentionner d'avance, dans 5 minutes, dans 10 minutes, on mange pour qu'il se prépare à mettre fin à son activité. Donc, pas tout de suite, il faut terminer, maintenant on mange. Donc, la préparation souvent aide. D'ailleurs, pour tous les enfants, c'est valable, mais peut-être que pour les enfants, c'est plus pertinent. Euh, D'établir une routine. Bon, on vient de dire que dans certains cas, c'est pas du tout valable, mais pour ceux pour qui c'est important, il faut essayer de maintenir la routine le plus possible. Mais bien sûr, ça peut devenir irritant pour les familles de devoir toujours s'y restreindre. Euh, mais parfois, ça peut sauver bien des crises. Et il y a plusieurs mamans qui nous disaient, par exemple, pour un enfant qui tient mordicus à sa routine, d'avoir les mêmes ustensiles, etc., ben, elle transporte ou elle amène avec elle le kit d'ustensiles et de vaisselle à son garçon pour qu'il puisse se créer des routines ailleurs quand ils vont manger à l'extérieur, chez grand-maman ou chez des amis. Donc, à ce moment-là, ça facilite beaucoup les repas. Euh, Quand il y a une maman qui a instauré le fait de dire routine du souper, ben, comme je vous disais, les enfants savent ce que ça veut dire. Ils se lavent les mains, ils se lèvent, et ils vont faire leurs tâches avant de venir. Donc, tout de suite, c'est déjà établi et là, on reste dans la routine. L'enfant sait quoi faire avant d'arriver à table. D'annoncer le souper à l'avance, c'est une stratégie également qui nous a été donnée par une maman. Euh, D'utiliser des pictogrammes. Certaines mamans nous disaient que c'était très aidant pour pouvoir communiquer avec son enfant lors des repas. Donc, ça pourrait peut-être être utile également pour vous. Euh, la chaise spéciale, en fait, c'est la chaise Trip Trap, probablement que vous connaissez déjà. C'est une chaise haute évolutive, donc qui évolue ou qui grandit avec l'enfant, dans laquelle l'enfant est attaché et il bouge moins. L'enfant, dans cette chaise-là, n'a pas également les pieds dans le vide, ce qui peut vraiment causer un inconfort chez les enfants. Ses pieds sont sur une tablette, donc qu'on peut ajuster à la hauteur et à la taille de l'enfant. Et ça fait en sorte que l'enfant est beaucoup plus groundé. L'enfant, dans le cas de la maman qui nous rapportait les bienfaits, nous disait qu'elle sentait son enfant dans son espace, dans son univers. Ça a été très aidant pour elle et ça a changé la vie de leur famille qui a facilité beaucoup les repas. Elle a eu la chaise quand l'enfant avait 5 ans, mais elle aurait voulu l'avoir bien avant pour que ça lui, pour avoir tous les bienfaits dès dès le très jeune âge de son enfant. Il y a des familles pour qui ont essayé ce genre de chaise et que ça n'a pas été très bénéfique, mais reste que dans certains cas, ça peut être très utile. Euh, Ensuite, bon, tantôt, je vous disais que certains enfants arrivent très difficilement à contrôler ou à
à affronter le fait que le repas ne soit pas prêt quand il a faim, là, maintenant, de devoir attendre. Et il y a une maman qui suggérait, parce que c'était le cas de son enfant, donc de l'asseoir avec elle au comptoir pendant qu'elle préparait le repas. Ça aidait l'enfant à faire en sorte de voir que le repas est en train d'être préparé et ça le rassurait. À ce moment-là, ben, il y avait plus de crise la maman, ça lui permettait de préparer le souper de façon plus calme. Donc, c'est un, un truc qu'on a eu. Pour le resto, parce qu'on a vu que les comportements étaient peut-être exacerbés, apporter des divertissements, ça c'est aussi vrai pour les enfants qui n'ont pas de TSA, donc à développement normal. Donc, apporter un iPad, un Nintendo, du papier, des crayons, des jeux comme un tic-tac-toe, etc. Bien sûr, ça les fait patienter. Donc, ça les amène à peut-être être plus calmes. La préparation positive, ça par rapport au restaurant, c'est que ça permettait pour certains enfants, pour certaines familles, de mieux gérer l'anxiété de leur enfant quand il s'agissait d'aller manger à l'extérieur. Donc, quand c'était un restaurant inconnu, ben, les mamans aller sur Internet avec l'enfant pour l'informer, voilà où on va aller manger. Et il y en a certaines même qui allaient jusqu'à regarder le menu avec l'enfant pour décider d'avance. Donc, à ce moment-là, il n'y a pas trop d'inconnus. On a géré plusieurs inconnus qui fait que l'anxiété était moins élevée. Et à ce moment-là, ben, c'était une expérience plus positive une fois sur place au restaurant. Des mamans nous disaient de mettre l'emphase sur le positif, sachant très bien que, par exemple, l'enfant n'allait pas nécessairement avoir les mêmes ustensiles, bien qu'on pourrait apporter aussi ces ustensiles s'il y a de la rigidité à ce niveau-là. Mais une maman qui n'apportait pas les ustensiles de son enfant, mais quand même, sachant qu'il allait avoir un peu d'anxiété, elle tournait ça très positif en disant tu vas avoir la chance de goûter un repas préparé par un bon cuisinier. Donc, pour elle, c'était très important de mettre le focus sur le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide. Et ça, bien sûr, c'est valable pour nous comme pour les enfants. De faire des bilans de l'expérience. Il y a des mamans qui nous mentionnaient l'intérêt de faire des bilans avec les enfants après des nouvelles expériences. Donc, de parler, par exemple, de ce qu'on a le plus aimé, le moins aimé, pourquoi, mettre des mots sur ces expériences alimentaires-là, c'est vraiment une excellente pratique, tout à fait en ligne avec les principes de familiarisation dont on a discuté dans le webinaire 1. Donc, c'est vraiment une bonne pratique, autant pour les nouvelles expériences comme les repas à l'extérieur que pour, par exemple, l'introduction d'un nouvel aliment ou d'une nouvelle recette. Donc, des conseils qui nous ont été donnés par des mamans. D'autres facteurs qui peuvent aider. Donc, l'incontournable planification, on en a quand même parlé amplement tout à l'heure. Ensuite, de s'assurer d'avoir du support de l'entourage et une compréhension du repas à la maison qui peut-être est un peu plus chaotique que dans d'autres familles, mais de s'assurer que les grands-parents, les gens qui viennent à la maison sont au courant de comment ça se passe et de ne pas vouloir non plus de leur dire qu'on est en bon contrôle et de ne pas non plus se mêler pour essayer d'amoindrir les comportements. Donc, de s'assurer d'une bonne compréhension et de leur support, ça peut être allégeant pour les parents. La stratégie des petits pas, qu'est-ce que c'est exactement? C'est de diviser en fait un processus d'apprentissage de nouveaux comportements, dans ce cas-là alimentaires, en petits changements qui peuvent être expérimentés avec répétition par les enfants avant de passer à une nouvelle étape. Donc, la stratégie des petits pas, c'est d'y aller progressivement, un petit changement à la fois. Et ça semble vraiment aidant de mettre l'accent sur des petits changements positifs et de s'en réjouir, de profiter du fait qu'on a avancé un petit peu, qu'il y a eu une évolution. Donc, de mettre l'accent sur ce positif-là. D'impliquer l'enfant en cuisine, bon nombre de mamans nous l'ont dit. Une chose qui aide, c'est que l'enfant aide à brasser, à cuisiner avec maman. La plupart des enfants aiment ça. Il faut juste les impliquer, trouver ce qui les intéresse, ce qui les motive. Comme toujours, ça risque d'avoir une répercussion sur le fait que l'enfant va peut-être davantage vouloir goûter à l'aliment qu'il prépare.
Euh, et une maman nous disait que son enfant n'aimait pas les aliments mélangés. Et à partir du moment où elle a cuisiné et que l'enfant s'est rendu compte et qu'elle a fait elle-même le mélange des aliments, elle a compris que c'était tous des ingrédients qu'elle aimait séparément et que finalement, étant donné que c'est elle qui les avait mélangés, elle a vu que c'était pas épeurant, que c'était naturel en fait. Donc, ça l'a amené à vouloir goûter davantage. Puis c'était par exemple dans le cas d'une salade de pommes poulet. Donc, elle aimait le poulet, elle aimait les pommes, mais le mélange des deux, elle n'arrivait pas. Mais une fois qu'elle avait aidé à le préparer, elle a vu que c'était pas compliqué, que c'était juste les deux affaires ensemble, qu'elle aimait les deux aliments connus. Et voir la préparation, ça l'a aidé. Et depuis, elle va poser des questions, l'enfant, donc sur les aliments à force de participer à la cuisine. Donc, vous voyez que c'est très aidant comme comportement à avoir, donc d'impliquer les enfants dans la cuisine. Dans la même lignée que la cuisine, d'impliquer l'enfant à faire un petit potager ou même à mettre des plants de tomates dans un pot sur un balcon, ça peut vraiment aider beaucoup. Le lâcher prise, on en a parlé un peu aussi, donc de lâcher prise sur le fait qu'on veut que notre enfant mange, que ses habitudes alimentaires soient parfaites. Il n'y a aucun enfant dont les habitudes alimentaires sont parfaites. Donc de lâcher prise un peu là-dessus, de s'inquiéter surtout de la qualité de l'alimentation de l'enfant, de lâcher prise sur la propreté, sur les crises, donc de vraiment axer sur le positif. Donc, être positif, c'est vraiment un facteur très aidant. On en a beaucoup parlé. Et sans compter non plus sur les bienfaits de s'exprimer et d'échanger entre les parents qui vivent des enjeux similaires. Donc, les groupes de discussion, ça aide à nous rendre compte qu'on n'est pas les seuls à vivre les problèmes et ça fait du bien. En dernier, une nouvelle citation qui démontre une touche d'espoir. Donc, je pense que ces enfants-là ont chacun leurs forces et leurs faiblesses, des champs d'activité aussi plus faciles et d'autres aussi plus compliqués. Il n'y en a pas un de pareil, donc pas une recette qui viendrait aider tout le monde. C'est pour ça que ça me semble si dur d'intervenir auprès de cette clientèle-là. Ce n'est pas parce que ça a marché pour un enfant que ça va marcher pour les autres. C'est du cas par cas, des essais et erreurs, et c'est de l'adaptation constante. Et justement, pour essayer des trucs, c'est important qu'on en partage des trucs. Toute notre vie, on va être à la recherche de trucs et de choses qui vont aider notre enfant et nous faciliter la vie. Le plus important, c'est de ne pas lâcher, de ne jamais lâcher, d'essayer des choses, puis avec du travail, les choses s'améliorent. Donc, vous voyez que il y a vraiment de l'espoir, il y a place à amélioration. Et une autre citation d'une maman qui nous disait que ça a déjà été beaucoup plus difficile qu'aujourd'hui avec son enfant par rapport à l'alimentation. Il y a des moments où tu es tellement pris dans ton quotidien que ça a l'air sans issue. On développe des trucs, puis il y a des choses qui s'améliorent avec le temps, avec l'enfant qui vieillit. Ce sont des gains à gauche et à droite, un à la fois, qui finissent à la longue par se traduire en amélioration. Donc, c'est vraiment là-dessus qu'il faut compter, les petites améliorations qui, à la longue, vont faire que c'est des grands pas. Une foule de pistes également pour peut-être vous aider, donc les échanges entre parents, on vous le dit, peut-être avoir recours à des professionnels de la santé qui sont sensibilisés, qui peuvent peut-être vous aider sur certains trucs qui sont peut-être plus difficiles à gérer par vous-même. Je pense aux ergothérapeutes, évidemment aux nutritionnistes. Souvent, il y a des équipes qui travaillent en interdisciplinarité qui peuvent aider et de commencer tôt à mettre les bonnes pratiques. De cuisiner avec les enfants, on en a parlé, jardiner, lâcher prise, positiviste et de la patience, je pense, et de la persévérance, mais vous allez voir que ça vaut certainement la peine. Alors sur ce, donc c'est ce qui met fin au webinaire d'aujourd'hui. Donc je viens de recevoir les questions. Je vais essayer d'y répondre du mieux que je peux. Alors, ma fille a une rigidité au niveau de son environnement lors des repas. La même place à table, c'est couvert à elle. Nous avons un souci quand elle doit manger à l'extérieur de la maison. Elle refuse de s'alimenter et reste à jeun toute la journée. Comment l'aider? Ben, justement, comme on a donné un exemple d'une maman qui quand son enfant va manger à l'extérieur, amène
ses couverts, ses ustensiles pour faire en sorte qu'il y ait un peu de connu dans l'inconnu. Donc, c'est plus rassurant et c'est moins anxiogène pour l'enfant. Donc, ça peut peut-être être bénéfique dans votre cas. Euh, Comment aider notre enfant dans un contexte où on n'a pas de contrôle sur le repas, quand d'été? Donc, j'imagine qu'à ce moment-là, vous n'avez pas le contrôle sur la boîte à lunch, que le repas a été offert, est offert par le camp. Ben, peut-être qu'il y aurait lieu d'avoir une discussion avec les gestionnaires du camp, les gestionnaires de cuisine pour voir qu'est-ce qui peut être possible de faire. Parce qu'évidemment, j'imagine que c'est quand même pour des durées assez longues, donc on ne voudra pas non plus que l'enfant ne mange pas du tout, mais on peut être encore là très agréablement surpris. La semaine dernière, je rapportais l'exemple d'enfants qui sont allés à des camps de cuisine et dont la sélectivité alimentaire était très restreinte, et à la suite de ces camps-là, il y avait beaucoup plus d'ouverture et beaucoup moins de sélectivité. Donc, ça peut être une expérience positive, mais si ça vous inquiète en tant que parent, moi, je vous dirais d'aller voir un peu les personnes responsables de l'alimentation, des repas, puis de discuter, voir qu'est-ce qui est possible. Puis peut-être de donner des collations qui viendraient peut-être compléter, ou je pense que ça serait la meilleure solution. Euh, Ensuite, une autre question, les familles, souvent épuisées, doivent choisir leur bataille, effectivement. Quels seraient les éléments à prioriser entre quantité versus qualité, versus les comportements alimentaires difficiles chez l'enfant? TSA. Bon, ça c'est toute une question. En fait, je vous dirais, ben, comme je l'ai mentionné aussi la semaine dernière, donc en tant que parent, vous devriez être responsable de la qualité. Donc la quantité devient la responsabilité de l'enfant comme tel. Donc, ça fait un élément de moins à prioriser. Donc, je vous dirais de focuser sur la qualité des aliments que vous lui offrez. Et par rapport au comportement alimentaire difficile, bien évidemment, bon, tout dépendamment de quel comportement, si c'est de rester difficilement assis à table, bon, il y a des trucs dont on a discuté qui peuvent être pratiques, qui peuvent être utiles, mais je pense qu'il y a de lâcher prise également. Et je pense qu'il faut peut-être mettre en priorité euh, l'ambiance agréable au repas et faire en sorte que ça soit pas stressant et qu'il y ait des discussions possibles. Je pense que et de laisser lâcher prise et de laisser pour compte les choses qui sont moins importantes reliées à ça. Et peut-être qu'à ce moment-là, l'ambiance risque de s'améliorer et de faire en sorte que ça soit plus agréable pour tout le monde. Euh, Question au sujet des particularités alimentaires. J'en ai discuté la semaine dernière, donc peut-être que je reviendrai pas là-dessus, surtout que le temps file. Euh, un témoignage, j'ai acheté des coussins Diner ou Diner, je ne sais pas comment on peut prononcer, pour mes 3 plus jeunes enfants, dont deux autistes. Le résultat est flagrant. Ils sortent beaucoup moins de table. Ils peuvent gigoter discrètement. On utilise ça aussi pour les enfants TDAH. Ah, bon, mais c'est peut-être aussi un autre outil qui peut être pratique pour les enfants qui bougent beaucoup. Peut-être l'aide des ergothérapeutes l'aide d'ergothérapeute dans ces cas-là peut peut-être être très, très utile pour vous donner justement des stratégies comme ça peut-être qu'on n'a pas entendu parler. Donc, je pense que c'est terminé pour les questions, à moins qu'il y en ait d'autres. Donc, je vais m'arrêter là-dessus. Euh, Peut-être, bon, avant de quitter, je vais répondre à la maman au sujet des particularités alimentaires, même si c'était le sujet de la semaine dernière. Donc, mon fils de 5 ans ne mange pas de légumes, ni de fruits, ni de viande, sauf quelquefois du poulet. Il prend juste les céréales, le pain, les pâtes et les produits laitiers. Je ne sais pas quoi faire pour changer ça. Il est toujours très pâle, sous-alimenté. Bon, tout d'abord, bon, on a parlé beaucoup. Je vous invite à aller écouter le webinaire là, parce qu'on a discuté beaucoup de ça, de comment introduire des nouveaux aliments. Euh, je pense que vous auriez intérêt à écouter ce webinaire-là. Si par contre la qualité de l'alimentation vous inquiète à ce point, la qualité de l'alimentation de votre enfant, je pense il y aurait lieu d'aller consulter une professionnelle pour s'assurer qu'il n'y ait pas de carence ou
de possible au niveau de l'alimentation. D'autres questions. Je suis maman d'un garçon autiste. Dès son jeune âge, mon fils mangeait des fruits et des légumes. Lorsque le symptôme de l'autisme est apparu, il n'a plus voulu ni légumes ni fruits, même à sa portée de vue. Il nous faut cacher les fruits. Depuis peu, il goûte une cuillère, mais en dehors des repas familiaux. Mais quand je suis même les constipés, il n'y a pas d'apport en fibres. Bon. Pourriez-vous m'informer si la plupart des enfants autistes ont la même difficulté? Bon, la constipation par rapport aux fibres, à la consommation de fruits et légumes, il semble que ça soit, oui, assez fréquent. C'est vraiment, donc, je reviens au conseil de la semaine dernière, donc de l'introduction, de la persévérance à présenter des nouveaux aliments, à leur présenter sans insister, à faire en sorte qu'il veuille goûter de lui-même, présenter un même légume de différentes façons pour trouver la façon peut-être qu'il va davantage apprécier. Encore une fois, on y va un aliment à la fois, un petit pas par petit pas. Mais c'est sûr que si un enfant présente la constipation, des maux de ventre, ça va pas, ce trouble-là va peut-être l'empêcher d'être disposé à goûter à des nouveaux aliments ou à faire en sorte que le repas soit agréable. Donc, il faut tout d'abord traiter la constipation. Je vous inviterais à aller consulter une nutritionniste pour voir, là, ou votre médecin pour voir qu'est-ce qui est possible de faire à ce niveau-là. Pour tout d'abord régler le problème physiologique et après ça, vous attaquez à l'introduction et à la présentation de nouveaux aliments. Et je vous invite encore une fois à aller écouter le webinaire de la semaine dernière qui portait spécifiquement là-dessus. Enfin, dernière question, comment outiller les éducateurs de services de garde à l'école? Très bonne question et très bon commentaire. Il y a beaucoup de travail à faire à ce niveau-là, dans les garderies également, pour les sensibiliser aux particularités alimentaires que rencontrent les enfants autistes. J'imagine que ça fait partie des objectifs du projet Choisir de gagner pour les années à venir et on va essayer de s'y attarder le plus possible parce qu'évidemment, l'éducation des professionnels ou des éducateurs, des professeurs, en fait de l'entourage, des éducatrices, c'est vraiment primordial pour l'enfant et donc ils font partie des adultes très importants de l'enfant, donc ils devraient également, eux, être sensibilisés à toutes ces problématiques-là. Donc, c'est du travail qui reste à faire. Donc, on a encore beaucoup de travail à faire, mais ce n'est que positif pour essayer d'améliorer l'environnement de nos jeunes enfants TSA. Donc, c'est ce qui mettrait fin aujourd'hui au webinaire. Donc, je vous remercie et j'espère que vous aurez apprécié ces nombreux conseils. Merci.